En 1895, un psychiatre français nommé Gustave Le Bon publia un livre qui allait changer notre façon de comprendre le comportement humain. Il s'intitulait « La psychologie des foules ». Et dans cet ouvrage, Le Bon décrivait quelque chose que Machiavel avait observé 4 siècles auparavant, sans toutefois avoir les mots pour le nommer. Le Bon découvrit que lorsque les gens se rassemblent en grands groupes, quelque chose d'étrange se produit dans leur cerveau. Ils perdent leur identité individuelle, ils perdent leur capacité de raisonnement critique, et ils perdent leur sens de la responsabilité personnelle. Ils se transforment en quelque chose de différent, quelque chose de plus primitif, quelque chose qui agit par impulsion, par émotion, par contagion mentale. Machiavel observa exactement la même chose dans la Florence du XVe siècle. Il vit comment les personnes faibles, celles qui n'avaient pas le courage d'agir seules, cherchaient toujours la protection du groupe. Il vit comment les lâches individuels se transformaient en tyrans collectifs. Et il vit comment les vraiment forts, ceux qui avaient une conviction réelle, marchaient toujours seuls, un peu comme De Gaulle en son temps. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à présent, vous le savez probablement déjà. Vous avez probablement déjà ressenti la différence entre affronter le monde seul et vous perdre dans la masse. Vous avez probablement déjà remarqué que les personnes qui vous attaquent le plus ne le font jamais en face à face. Elles viennent toujours en meute. Elles ont toujours besoin du soutien du groupe pour trouver leur voie. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi cela se produit. Je vais vous révéler la psychologie et la neuroscience derrière ce phénomène. Et je vais vous enseigner comment utiliser cette connaissance pour vous protéger des attaques collectives et pour cultiver la force qui vous permet de marcher seul quand cela est nécessaire, comme le firent les résistants pendant l'occupation. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de fondamental que la plupart des gens ne comprennent jamais. Quelque chose que Machiavel comprit intuitivement et que la science moderne a confirmé avec une précision mathématique. Les psychologues appellent cela la désindividuation. C'est un terme technique pour décrire ce qui se passe lorsqu'une personne perd son sens de l'identité individuelle au sein d'un groupe. Lorsque cela se produit, les inhibitions normales disparaissent, les freins moraux se désactivent, et des comportements que l'on ne considérerait jamais en solitaire deviennent non seulement possibles, mais attrayants. La désindividuation explique les lynchages, elle explique les pillages, elle explique les chasses aux sorcières, et elle explique pourquoi cette personne qui semble si aimable individuellement peut devenir cruelle lorsqu'elle rejoint un groupe qui vous désigne comme cible. Mais la désindividuation n'est pas un accident. Ce n'est pas une faille du système, c'est une caractéristique évolutive du cerveau humain. Pendant des centaines de milliers d'années, appartenir à un groupe signifiait survivre. Être expulsé du groupe signifiait mourir. Et nos cerveaux se sont adaptés à cette réalité en créant des mécanismes puissants de conformité de groupe. Le problème, c'est que ces mécanismes ne distingue pas entre groupes bénéfiques et groupes destructeurs. Ils fonctionnent de la même manière lorsque le groupe chasse des animaux pour nourrir la tribu, et lorsque le groupe attaque quelqu'un simplement parce qu'il est différent. Il existe un phénomène que les chercheurs appellent diffusion de responsabilité. Cela fonctionne ainsi. Lorsque vous êtes seul et que vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, vous ressentez le poids complet de la responsabilité morale. Vous savez que si vous n'agissez pas, personne ne le fera. Mais lorsque vous êtes dans un groupe, cette responsabilité se dilue, votre cerveau calcule automatiquement qu'il y a d'autres personnes qui pourraient agir, et cela réduit votre sensation d'obligation personnelle. La même chose se produit avec la culpabilité. Si vous attaquez quelqu'un alors que vous êtes seul, toute la culpabilité repose sur vous. Mais si vous attaquez quelqu'un dans le cadre d'un groupe, votre cerveau divise cette culpabilité entre tous les participants. Soudain, votre portion de responsabilité semble insignifiante.
Tout le monde le faisait. Pourquoi devrais-je être différent? C'est le piège psychologique qui permet à des personnes normales, des personnes qui se considèrent comme bonnes et morales, de participer à des actes de cruauté collective. Ce n'est pas qu'elles deviennent mauvaises, c'est que leur cerveau leur mente sur le poids moral de leurs actions. Machiavel vit cela clairement dans la politique de son temps. Il vit comment les Médicis furent chassés de Florence, non pas par un leader audacieux, mais par une foule incitée par Savonarole. Il vit comment les décisions les plus lâches étaient toujours prises en comité, où personne n'avait à assumer une responsabilité individuelle. Et il vit comment les hommes vraiment puissants étaient ceux qui pouvaient agir seuls, qui pouvaient prendre des décisions sans avoir besoin de l'approbation ou de la protection du groupe. Un peu comme Clémenceau durant la Première Guerre mondiale. En 2022, une étude publiée dans la revue Nature Human Behavior confirmait quelque chose que Machiavel avait pressenti il y a 500 ans. Les chercheurs découvrirent que le cortex préfrontal ventromédial, la région du cerveau responsable de la prise de décision indépendante, montre des schémas d'activité complètement différents lorsque les personnes agissent seules, par rapport à lorsqu'elles agissent en groupe. Lorsque vous agissez seul, votre cortex préfrontal est hautement actif, vous évaluez les conséquences, vous considérez des perspectives multiples, vous exercez un contrôle sur vos impulsions. Mais lorsque vous agissez dans le cadre d'un groupe, cette activité diminue significativement. Votre cerveau délègue littéralement une partie de sa fonction exécutive au groupe. Cela a des implications profondes. Cela signifie que la force dont vous avez besoin pour agir indépendamment n'est pas seulement une question de caractère, c'est une question de neurologie. Les personnes fortes ont développé des circuits cérébraux qui leur permettent de maintenir leur fonction préfrontale même sous pression sociale. Les personnes faibles ont des circuits qui s'effondrent facilement, qui cèdent le contrôle au groupe à la moindre signe de conflit. Mais voici la partie que presque personne ne vous dit. Ces circuits sont entraînables. La neuroplasticité nous enseigne que le cerveau se façonne selon la façon dont nous l'utilisons. Chaque fois que vous prenez une décision indépendante sous pression, vous renforcez les circuits de l'autonomie. Chaque fois que vous cédez au groupe par commodité, vous affaiblissez ces mêmes circuits. Il existe un autre phénomène que vous devez comprendre. Les psychologues appellent cela la mentalité de crabe, inspirée du comportement des crabes dans un seau. Lorsque vous mettez plusieurs crabes dans un seau, aucun ne peut s'échapper. Non pas parce que le seau est trop haut, mais parce que chaque fois qu'un crabe tente de grimper, les autres le tirent vers le bas. Les humains font exactement la même chose. Lorsque quelqu'un de notre groupe commence à se démarquer, à croître, à échapper aux limitations qui nous définissent comme groupe, nous éprouvons une réaction automatique de sabotage. Ce n'est pas nécessairement conscient, ce n'est pas nécessairement malveillant dans son intention. Mais c'est dévastateur en termes de résultats. Le psychologue Abraham Tesser a développé ce qu'il a appelé la théorie du maintien de l'évaluation de soi. Il découvrit que lorsque quelqu'un de proche réussit dans un domaine que nous valorisons, nous nous sentons menacés. Notre cerveau interprète son succès comme la preuve de notre propre échec relatif. Et nous réagissons de manière conçue pour minimiser cette menace, soit en dépréciant ses réalisations, en nous distançant de lui, soit directement en sabotant sa progression. C'est ce qui explique pourquoi vos pires ennemis viennent souvent de votre cercle proche. Pas d'inconnus qui n'auraient aucune raison de se soucier de ce que vous faites, mais d'amis, de membres de votre famille, de collègues, des personnes qui se sentent menacées par votre croissance, précisément parce qu'elles sont assez proches pour se comparer à vous. Imaginez la jalousie que pouvait ressentir quelqu'un à la cour de Louis XIV, face à la faveur dont jouissait un autre. La psychologie sociale a abondamment documenté ce phénomène à travers la théorie de l'identité sociale, développée par Henry Tajfel et John Turner dans les années 70 et 80.
Ils ont découvert que les gens tirent une partie de leur estime de soi des groupes auxquels ils appartiennent. Et quand ils voient quelqu'un s'élever au-dessus du groupe, ils expérimentent ce que les chercheurs appellent l'hypothèse de l'estime de soi. Leur propre estime de soi se sent menacée par le succès d'autrui. Comme disait La Rochefoucauld, on trouve toujours assez de force pour supporter les maux d'autrui. Mais le succès, c'est une autre histoire, mais il y a quelque chose d'encore plus révélateur. Les études montrent que les personnes ayant une faible estime de soi sont significativement plus susceptibles de participer à de la discrimination et à des attaques groupées. Elles ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir mieux. Les groupes leur offrent une manière de faire cela sans assumer de responsabilité individuelle. Une étude de 2024, menée auprès de plus de 1200 participants en Israël, en Allemagne et en Nouvelle-Zélande, a révélé que les personnes ayant des styles d'attachement anxieux, celles qui recherchent constamment une validation externe, perçoivent qu'elles ont moins de pouvoir personnel. Et pour compenser ce manque de pouvoir, elles ont recours à des stratégies groupées d'attaque et de sabotage. Carol Dweck, la psychologue de Stanford, célèbre pour ses recherches sur la mentalité fixe versus la mentalité de croissance, a découvert quelque chose de crucial. Les personnes ayant une mentalité fixe croient que leurs qualités sont immuables, et quand elles voient d'autres réussir, elles interprètent ce succès comme la preuve de leur propre infériorité permanente. C'est pourquoi elles réagissent en attaquant, en dépréciant, en formant des coalitions contre celui ou celle qui se distingue. Les Australiens ont un terme pour cela. Ils appellent ça le syndrome du grand coquelicot. C'est la tendance culturelle à couper ceux qui grandissent trop, à niveler par le bas plutôt que de s'inspirer vers le haut. Et même si ça a un nom australien, le phénomène est universel. Il existe dans chaque culture, dans chaque organisation, dans chaque famille où quelqu'un commence à briller plus que les autres. Pensez à l'affaire Dreyfus. Comment un homme a été injustement attaqué par un groupe. Et voici le schéma que Machiavel a observé et que la psychologie moderne a confirmé. Ces personnes attaquent rarement seules. Elles cherchent des alliés. Elles forment des coalitions. Elles ont besoin de valider leurs ressentiments à travers le consensus groupal avant d'agir, parce qu'attaquer seul requiert du courage. Cela exige d'être prêt à assumer l'entière responsabilité de vos actions. Cela exige d'affronter les conséquences sans avoir personne derrière qui se cacher. Et les personnes faibles n'ont pas ce courage. Ce qu'elles ont, c'est du ressentiment. Et le ressentiment cherche toujours des compagnons. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'autre côté de cette équation. Les personnes vraiment fortes agissent seules. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les personnes ayant ce que les chercheurs appellent une personnalité de loup solitaire obtiennent des scores significativement plus élevés dans les mesures d'auto-efficacité et de résolution de problèmes que les introvertis et les extravertis typiques. Ce n'est pas de l'introversion. Les introvertis évitent l'interaction sociale parce que ça les épuise. Les loups solitaires choisissent la solitude parce qu'ils la valorisent, parce qu'ils comprennent que la clarté mentale requiert de l'espace, parce qu'ils savent que les meilleures décisions se prennent sans l'interférence du bruit groupal. Albert Einstein était un loup solitaire. Il a développé la théorie de la relativité dans la solitude, travaillant comme employé d'un bureau des brevets, sans le soutien d'aucune institution académique prestigieuse. Ces idées étaient si radicales que la communauté scientifique a mis des années à les accepter. Mais Einstein n'avait pas besoin de l'approbation du groupe. Il avait quelque chose de plus précieux. Il avait la certitude qui vient d'avoir pensé profondément par soi-même. Nikola Tesla était un autre loup solitaire. Il a travaillé en isolement pendant la plus grande partie de sa carrière, développant des inventions qui ont transformé le monde. Il ne cherchait pas la validation d'autres inventeurs. Il n'avait pas besoin de comités qui approuvent ses idées.
Il avait la force intérieure de suivre sa vision, même si personne d'autre ne pouvait la voir. Machiavel lui-même était un loup solitaire. Après son exil de Florence en 1512, il passa des années dans une solitude forcée dans sa ferme de San Casciano. Et c'est dans cette solitude qu'il a écrit « Le Prince ». C'est dans l'isolement qu'il a développé les idées qui l'immortaliseraient. La foule l'avait expulsé, mais la solitude l'avait transformé. Il y a une caractéristique qui définit toutes les personnes vraiment fortes. Elles n'ont pas besoin de validation externe pour agir. Elles ont développé ce que les psychologues appellent un locus de contrôle interne. Elles croient que leurs résultats dépendent de leurs propres actions, pas des opinions ou des permissions des autres. Les personnes faibles ont un locus de contrôle externe. Elles croient que leurs résultats dépendent de facteurs hors de leur contrôle, y compris l'approbation du groupe. C'est pourquoi elles recherchent constamment cette approbation. C'est pourquoi elles ne peuvent pas agir sans le soutien des autres. C'est pourquoi elles attaquent en meute, mais ne s'aventureraient jamais à attaquer seules. La neuroscience a identifié les bases biologiques de cette différence. Les personnes avec un locus de contrôle interne montrent une plus grande activité dans le cortex préfrontal dorsolatéral, la région associée à la planification et à la maîtrise de soi. Les personnes avec un locus de contrôle externe montrent une plus grande activité dans l'amygdale, la région associée à la peur et à la réactivité émotionnelle. En d'autres termes, les faibles sont littéralement gouvernés par la peur, et la peur cherche la sécurité dans le nombre. Mais voici le paradoxe que Machiavel a compris et que vous devez comprendre. Le groupe ne fournit pas de sécurité réelle. Il fournit l'illusion de sécurité. Parce que le même groupe qui vous protège aujourd'hui peut se retourner contre vous demain. La même foule qui applaudit peut se transformer en une foule qui lynche. La seule sécurité réelle vient de votre propre force intérieure. Et cette force ne se développe que dans la solitude. Il y a 7 signes qui révèlent les personnes qui attaquent en groupe, parce qu'elles sont faibles individuellement. Premier signe, elles ne vous confrontent jamais. Directement. Il y a toujours des intermédiaires. Il y a toujours des tiers. Il y a toujours une couche de distance entre elles et le conflit réel, parce que la confrontation directe requiert du courage. Et le courage est exactement ce qui leur manque. Deuxième signe, ils cherchent des alliés avant d'agir. Ils ne prennent pas de décision unilatérale. Ils ont besoin de valider leurs ressentiments auprès d'autres personnes, avant de se sentir autorisés à les exprimer. Ils demandent aux autres ce qu'ils pensent de vous, avant de se forger leur propre opinion, comme ces courtisans que Machiavel observait à Florence, toujours à la recherche d'un appui. Troisième signe, ils utilisent l'anonymat DS, qu'ils le peuvent. À l'ère numérique, cela signifie des comptes anonymes, des commentaires sans identité, des critiques lancées depuis les ombres. Ils veulent le pouvoir d'attaquer, sans la responsabilité d'être identifiés, un peu comme les pamphlets anonymes qui circulaient à l'époque de Voltaire. Quatrième signe, ils se réfugient derrière des abstractions. Ils ne disent pas « je crois que tu as tort ». Ils disent « tout le monde pense que tu as tort ». Ils ne disent pas « je n'aime pas ce que tu fais ». Ils disent « les gens ne sont pas contents de ce que tu fais ». Le groupe devient un rempart, derrière lequel ils cachent leur faiblesse individuelle. Un peu comme dans La psychologie des foules de Gustave Le Bon, où l'individu disparaît dans la masse. Cinquième signe, ils changent d'avis selon le groupe. Leurs convictions sont fluides, adaptables, toujours en s'ajustant à ce que le groupe dominant pense. Ils n'ont pas un noyau stable de valeurs, parce qu'ils n'ont jamais eu à les défendre seuls. C'est un peu comme ces girouettes politiques, toujours prêtes à suivre le vent dominant. Sixième signe, ils attaquent de façon disproportionnée lorsqu'ils ont la supériorité numérique. Ils sont doux comme des agneaux lorsqu'ils sont seuls ou en désavantage. Mais ils deviennent agressifs et impitoyables lorsque le groupe leur donne la supériorité.
Leur courage est proportionnel à la quantité de personnes qu'ils ont derrière eux. Imaginez une meute de loups contre un seul cerf. 7e signe, ils ne peuvent pas supporter la solitude. Ils ont constamment besoin de la présence des autres. Ils ne peuvent pas être en silence avec eux-mêmes. Parce que dans la solitude, ils devraient affronter le vide qui se trouve là où devrait être leur propre identité. Un peu comme le disait Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Maintenant, laissez-moi vous donner 5 principes que Machiavel pratiquait et que la psychologie moderne confirme pour développer la force du loup solitaire. Des principes qui vous aideront à naviguer dans ce monde sans perdre votre intégrité. Premier principe, cultivez la solitude délibérée, pas comme une punition, pas comme un isolement forcé, mais comme une pratique régulière de connaissance de soi. Chaque jour, passez du temps en silence avec vous-même, sans distraction, sans divertissement, sans l'entrée constante d'opinions d'autrui. Dans ce silence, vous fortifiez les circuits cérébraux de l'autonomie, comme Montaigne se retirant dans sa tour, pour méditer et écrire ses essais. Deuxième principe, prenez des décisions sans consulter le groupe. Je ne suis pas en train de dire que vous devez ignorer toute information externe. Je suis en train de dire que vous devez pratiquer la formation d'opinion propre. Avant de chercher une validation, que vous devez développer l'habitude de penser d'abord et de comparer ensuite. Chaque fois que vous prenez une décision indépendante, même dans les petites choses, vous entraînez votre cerveau à l'autonomie, un peu comme De Gaulle, prenant des décisions difficiles, sans céder aux pressions. Troisième principe, acceptez le coût de la solitude. Les personnes fortes ont souvent des cercles sociaux plus petits. Pas parce qu'elles ne peuvent pas se faire des amis, mais parce qu'elles ne sont pas disposées à payer le prix de la conformité. Que l'appartenance groupale exige, acceptez que marcher seul signifie parfois marcher sans applaudissements, et comprenez que ce silence est préférable au bruit d'une multitude qui vous entraîne vers le bas. Pensez à Jean-Paul Sartre et à son engagement envers l'existentialisme, une philosophie de la liberté individuelle et de la responsabilité. Quatrième principe, développer une immunité à la pression sociale. Cela requiert une exposition graduelle. Commencez par de petites divergences. Exprimez des opinions impopulaires dans des contextes à faible risque. Habituez votre système nerveux à l'inconfort d'être en désaccord. Avec le temps, ce qui avant vous causait de l'anxiété deviendra quelque chose de gérable, voire d'énergisant, un peu comme les résistants pendant l'occupation. Commençant par de petits actes de défiance. Cinquième principe, construisez votre propre base de pouvoir. Les personnes qui attaquent en groupe le font parce qu'individuellement, elles sont impuissantes. La meilleure défense contre les attaques collectives est d'avoir suffisamment de pouvoir propre pour que le coût de vous attaquer dépasse tout bénéfice que le groupe pourrait obtenir. Cela signifie développer des compétences valables, construire des ressources propres et cultiver une réputation qui vous précède. Imaginez Coco Chanel, créant son empire, défiant les conventions et imposant son style. Machiavel écrivait qu'il est mieux d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut pas être les deux. Mais il y a une troisième option que Machiavel n'a pas mentionnée explicitement. Il est mieux d'être respecté que craint ou aimé. Et le respect ne vient qu'à ceux qui démontrent qu'ils peuvent se tenir seuls. Il y a une dernière chose que vous devez comprendre. La dynamique entre les faibles qui attaquent en groupe et les forts qui marchent seuls n'est pas statique. C'est un processus constant de négociation et de renégociation de pouvoir. Les groupes faibles sont constamment à la recherche de qui attaquer. Ils ont besoin d'ennemis extérieurs pour maintenir leur cohésion interne. Sans un objectif commun, le groupe se fragmente. C'est pourquoi les attaques collectives ne finissent jamais. Lorsqu'ils détruisent une victime, ils cherchent simplement la suivante. Mais les loups solitaires ont un avantage fondamental.
Ils ne dépendent pas du groupe pour leur identité. Ils n'ont pas besoin d'ennemis pour savoir qui ils sont. Ils peuvent simplement exister, créer, construire, sans la nécessité constante de validation ou de conflit. Voilà la liberté que Machiavel décrivait, mais que peu comprennent. La liberté de n'avoir besoin de personne. Pas dans le sens d'un isolement total, mais dans le sens de ne pas dépendre émotionnellement du groupe pour votre sentiment de valeur. Les personnes véritablement puissantes peuvent participer à des groupes lorsque c'est stratégiquement avantageux. Elles peuvent collaborer lorsque les bénéfices sont mutuels. Elles peuvent même diriger des groupes lorsque la situation le requiert. Mais elles ne perdent jamais leur noyau d'autonomie. Elles ne cèdent jamais leur capacité d'agir indépendamment. Elles ne permettent jamais que le groupe définisse qui elles sont. Voilà la différence fondamentale entre les faibles et les forts. Les faibles ont besoin du groupe. Les forts choisissent le groupe. Et cette différence change tout. Machiavel observait cette dynamique dans les cours d'Italie. Il voyait comment les courtisans faibles se regroupaient toujours en factions, cherchant la sécurité dans le nombre, et il voyait comment les véritablement puissants, les Médicis, les Borgia, les Sforza, pouvaient agir seuls lorsque la situation le demandait. Ce n'est pas une coïncidence si les noms que nous retenons de l'histoire sont presque toujours des individus, pas des comités. Alexandre le Grand, pas l'armée macédonienne, Jules César, pas le Sénat romain, Napoléon, pas le directoire. Les groupes peuvent exécuter, mais seuls les individus peuvent diriger. Et voici l'ironie finale. Les groupes qui attaquent les individus forts perdent presque toujours à long terme. Ils peuvent gagner des batailles temporaires. Ils peuvent infliger des dommages à court terme, mais les individus forts ont quelque chose que les groupes n'ont pas. Ils ont une vision à long terme. Ils ont une patience stratégique. Ils ont la capacité d'attendre jusqu'à ce que le groupe se fragmente, comme inévitablement tous les groupes le font, parce que les groupes se maintiennent unis par des émotions partagées, pas par des principes partagés, et les émotions sont volatiles. Le ressentiment qui aujourd'hui les unit contre vous, demain les divisera entre eux. L'envie qui aujourd'hui est dirigée vers vous, demain sera dirigée vers l'un de leurs propres membres. Le loup solitaire n'a pas à vaincre le groupe. Il doit seulement lui survivre. Il doit seulement maintenir son intégrité, pendant que le groupe s'autodétruit. Et l'histoire démontre que cela se produit encore et encore. Machiavel a survécu à la foule qui l'a exilé. Il a survécu à la torture. Il a survécu au rejet de ses contemporains. Et aujourd'hui, 500 ans plus tard, son nom est synonyme d'acuité politique. Tandis que les noms de ceux qui l'ont persécuté ont été oubliés par l'histoire. Une ironie du sort, n'est-ce pas? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est probablement parce que cela résonne en vous. Vous avez probablement expérimenté les attaques du groupe. Vous avez probablement ressenti la pression de vous conformer, comme le jeune Albert Camus confronté à l'absurdité du monde. Et vous avez probablement eu des moments de clarté, où vous avez compris que votre force ne vient pas du groupe, mais de vous-même, comme Jeanne d'Arc entendant ses voix. Mon défi pour vous est simple. La prochaine fois que vous sentirez la pression de rejoindre une meute, comme ces manifestations où l'on scande des slogans sans même les comprendre, la prochaine fois que vous verrez un groupe attaquer un individu, comme un lynchage médiatique sur les réseaux sociaux, posez-vous une question. Aurais-je le courage de faire cela seul? Si la réponse est non, alors vous savez que vous êtes du côté des faibles, et vous savez que vous devez travailler sur votre propre force, avant de pouvoir prétendre à la liberté du loup solitaire, un peu comme Vercingétorix face à César. Je ne vous demande pas de vous isoler du monde, comme un ermite dans sa grotte. Je vous demande de cultiver la capacité d'exister indépendamment de lui. Je ne vous demande pas de rejeter toute collaboration,
L'esprit d'équipe peut être une force. Je vous demande de ne jamais perdre la capacité de marcher seul quand la situation l'exige, comme De Gaulle prenant la parole le 18 juin. C'est la leçon que Machiavel enseignait il y a 500 ans. C'est la leçon que la psychologie moderne a confirmée avec des données empiriques, des études sur la conformité sociale aux travaux de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules. Et c'est la leçon qui peut transformer votre relation avec le pouvoir, avec les groupes et avec vous-même. Les faibles attaquent en groupe parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Les forts marchent seuls parce qu'ils ont développé la capacité de le faire. La question est simple. Dans quelle catégorie voulez-vous être? Un mouton docile ou un aigle royal? Machiavel connaissait déjà la réponse. Maintenant, vous aussi. La prochaine fois que vous affronterez un groupe hostile, souvenez-vous de ceci. Leur force est une illusion. Leur unité est temporaire. Leur pouvoir dépend de vous maintenir assustado, de vous faire douter. Mais si vous pouvez maintenir votre centre, si vous pouvez vous souvenir de qui vous êtes, indépendamment de ce qu'ils disent, alors leur pouvoir sur vous se dissipe comme la brume au soleil, parce qu'au final, la seule personne qui peut vous définir est vous-même. Et c'est une forteresse qu'aucun groupe ne peut vous enlever, c'est votre liberté. Maintenant, je veux connaître votre perspective. Avez-vous expérimenté des attaques groupales? Avez-vous remarqué comment les personnes faibles cherchent toujours des alliés avant de vous confronter? Laissez-moi vos pensées dans les commentaires, je lis chacun d'entre eux et je réponds à ceux que je peux dans les premières heures. Si ce contenu vous a apporté de la clarté, si cela a résonné avec votre propre expérience, considérez soutenir la chaîne via Super Thanks. Chaque contribution me permet de continuer à investiguer ces connexions entre la psychologie moderne et la sagesse ancestrale. Comme explorer le lien entre la théorie du maintien de l'évaluation de soi et les stratégies de pouvoir décrites par Machiavel. Machiavel observait que les faibles attaquent en groupe et les forts marchent seuls. La science moderne a confirmé pourquoi cela se produit. Et maintenant, vous avez les outils pour choisir de quel côté vous voulez être. Le loup solitaire n'est pas seul, parce que personne ne le veut. Il est seul, parce qu'il a appris que sa propre compagnie est suffisante, comme un philosophe dans sa tour d'ivoire. Et c'est la forme la plus profonde de pouvoir qui existe, la souveraineté sur soi-même.